Les richesses de la République démocratique du Congo sont-elles gagées? Profitent-elles plutôt aux étrangers qu'à la République démocratique du Congo? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. 88.4, Top Congo FM. L'invité. Invité du journal, je reçois Monsieur André Ouamesso Nkwaloloki, directeur de cabinet adjoint du président de la République. L'invité. Monsieur André Ouamesso, bonjour. Monsieur Le Sacono, bonjour. Sortie remarquée, celle du président de l'AFEC, président de la GECAMIN. Monsieur Albert Youma semble dire clairement que les richesses de la RDC sont aujourd'hui gagées. Est-ce que ces richesses profitent plus à la RDC ou à des intérêts étrangers? C'est factuel. Ce sont des richesses qui profitent aux entreprises minières. Je veux dire, profitent en majorité aux entreprises minières qui sont venues les exploiter. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi. Et je suis resté sur ma faim par rapport aux explications données. Mais il dit clairement que quand les entreprises sont venues, elles ne sont pas venues avec des capitaux, elles sont venues récupérer du potentiel de la RDC pour aller obtenir des prêts à l'étranger. Donc, ce sont nos richesses qui servent à exploiter la République démocratique du Congo par d'autres qui bénéficient plus, comme vous venez de le dire, de cette exploitation que nous-mêmes. Voilà, donc deux choses. Ils sont venus avec des capitaux. Ce ne sont pas des prêts. Ils ne sont pas venus avec du capital, mais ils sont venus avec des capitaux, puisqu'ils en avaient les moyens et nous n'en avions pas. Mais par contre, nous avions les actifs de départ. Je dis toujours, c'est une phrase que j'emprunte à mon défunt papa, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Le fait que les institutions de Bretton Woods et d'autres partenaires nous demandent de pouvoir mettre à disposition les actifs de la GECAMIN, soit dit en passant, c'est la raison pour laquelle il y a eu la guerre contre le maréchal Mobutu et la déstabilisation du pays. La raison fondamentale, c'est celle-là. Parce que pendant la conférence nationale souveraine, le Congo, réuni en conférence, avait refusé de privatiser ces entreprises. Ça, il faut le dire, c'est historique. Mais quand nous étions obligés de le faire, puisque poussés par les puissances plus fortes que nous, nous avions la latitude de pouvoir faire les choses autrement. Comment? Je m'explique. Puisqu'on n'avait pas l'argent. On n'avait pas l'argent, mais on avait les actifs. Si on avait joué la carte de la transparence, c'est-à-dire valoriser ces actifs, les certifier, avec leur valeur, dire pas eux contre nous, mais nous ensemble. C'est-à-dire que si, puisque la plupart de ces grandes entreprises sont cotées en bourse, nous aurions pu proposer ce qu'on appelle l'échange d'actifs contre actions. C'est une pratique courante des marchés. Je vous rappelle, ou bien je vous informe que le pays le plus prospère d'Afrique procède avec ce modèle-là, c'est le Botswana. Le Botswana, l'exploitation de la société de Beers, c'est anglo-américaine, et le gouvernement du Botswana, qui sont tous les deux actionnaires de Beers, et De Beers contribue à plus de 30%, uniquement De Beers avec le diamant, à plus de 30% au PIB du Botswana. Et le Botswana a le PIB par habitant le plus élevé d'Afrique. Nous avions non seulement la GECAMIN, Sokimo, MIBA et tout ça, mais nous n'avons pas utilisé ce modèle. Nous avons préféré, à l'époque, pas gager, mais vendre à vil prix les actifs de nos entreprises minières à des intermédiaires. Et ce sont ces intermédiaires-là qui sont allés vendre ces actifs à des sociétés multinationales plus importantes. Et la plus-value de ces
de cette vente a profité, il ne faut pas s'en cacher, à la classe politique de l'époque et à ces intermédiaires-là. C'était pour avoir l'argent tout de suite. Exactement, c'était pour s'enrichir rapidement, alors que si nous avions négocié, et c'était possible de le faire, si nous avions négocié directement avec ces multinationales, échange actif contre action de ces sociétés, quand ces capitaux allaient venir, ce seraient des capitaux qu'on aurait levés ensemble, puisqu'on n'allait pas gager l'actif de la RDC, nous aurions gagé l'actif commun entre la RDC et ces entreprises minières. Et la problématique, justement, de ces taux d'intérêt n'allait pas nous toucher parce que nous allions nous retrouver, justement, au capital, non pas des JV, joint venture de ces sociétés au niveau du Congo, mais au niveau international, et on allait toucher les mêmes dividendes que les actionnaires de ces sociétés à l'international. Alors, comment se fait-il que le Congo n'est pas actionnaire de Glencore, par exemple? C'est une aberration totale. Non, je comprends bien, mais pour que nos éditeurs comprennent bien, plutôt que de faire les 70-30% de partage, de sharing des parts ici en RDC, il eût mieux valu que la société congolaise soit 100%, appartienne à 100% à Gécamine et le partenaire, mais que la Gécamine soit actionnaire de cette société internationale. Bien sûr. Est-ce qu'on est en position de le faire? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que au fait, il y a un principe financier simple qui s'appelle la juste valeur, la fair value. L'action de cette société-là a une valeur. Si vous allez sur Google, vous allez l'action de Glencore a une valeur aujourd'hui marchande. La valeur d'une société cotée en bourse a une valeur marchande. L'actif de la RDC a une valeur. La preuve, c'est qu'on détermine la part de la RDC dans la joint venture ici. Donc ça veut dire que cette part a une valeur quelque part. Et je veux aller même dans un exemple beaucoup plus concret. Dans le cadre de la joint venture entre la Sokimo et Barrick Gold pour créer Kibali. Au départ, la Sokimo avait 30% de la société. Ensuite, Barrick a acheté 20% à la Sokimo pour ramener les parts de la Sokimo à 10%. Et la valeur de cette vente est connue. C'était 113 millions de dollars. Qu'est-ce qui manquait à la RDC de dire, au lieu d'avoir ces 113 millions de dollars, moi je veux avoir les actions de Barrick Gold au niveau de la maison mère. Nous allions toucher nos dividendes là-bas et peut-être même que nous aurions droit à un administrateur siégé au conseil d'administration de Barrick. Si les parts de Barrick étaient disponibles, évidemment. Mais elles sont toujours disponibles puisqu'elles sont cotées. Aujourd'hui, comment vous pouvez vous expliquer qu'une dame lambda dans le monde entier qui détient quelques actions de Barrick Gold ou bien de Glencore ou autre a le droit d'aller à l'Assemblée générale et de poser la question aux dirigeants de cette société, de ces sociétés, et que la RDC, qui est pourvoyeuse d'actifs, c'est-à-dire de minéraux, d'or, de cobalt, de cuivre, n'a rien à dire à ces sociétés. C'est une aberration totale. Financièrement, c'est inexplicable. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire, et je suis heureux du constat qu'a fait le président Yuma. Essayons de faire les choses autrement. Asseyons-nous, nous du côté de la présidence, le gouvernement, le patronat, les entreprises publiques impliquées, et voyons comment nous pouvons effectivement entamer ce débat, puisque nous n'allons pas nous en sortir juste en nous plaignant. Essayons de faire comme les Chinois il y a 20-30 ans, quand ils étaient dans la même position et qu'ils étaient acculés, ils ont compris les règles du marché, et aujourd'hui, dans cette économie du marché, ils jouent leur partition. Aujourd'hui, on renverse la vapeur comment? Ou avec qui? On renverse la vapeur avec ceux qui vont arriver. On parle d'Australien, l'Australien Forecast qui arrive. Pensez-vous qu'il faudra ou être en mesure de pouvoir réagir de la sorte? Et doit-on oublier tous ces actionnariats conclus dans le passé et les laisser continuer ou perpétuer ce que le président de la FEC appelle de drame pour le Congo? Non, mais je crois que même pour les actionnaires, enfin les entrepreneurs qui arrivent avant, les entreprises et les multinationales qui arrivent maintenant, vous avez cité l'exemple de l'Australien Fortescue, c'est pratiquement le même principe financier. Le kilowattheure a une valeur. Il va exploiter Inga
il va emmener la production de autant de kilowattheures à autant de kilowattheures, mais ce sont les kilowattheures produites par le fleuve Congo. C'est un actif. Fortescue est coté en bourse. Est-ce que dans les discussions, Fortescue va proposer de pouvoir faire en sorte que l'État congolais entre dans le capital de Fortescue? Ça, ce sont des questions fondamentales à se poser. C'est un modèle économique qu'il faut mettre sur la table et nous pouvons nous faire accompagner par des spécialistes en la matière. On a commencé des discussions, on a même conclu un accord avec une firme comme McKinsey, on est en discussion avec Goldman Sachs, mais bon sang, c'est leur métier. Ils conseillent les États, les gouvernements pour ce type d'opération, et je crois qu'au lieu de se lamenter, donnons-nous les moyens, donnons-nous l'expertise nécessaire pour valoriser d'abord à juste titre nos actifs, les certifier, être dans un processus de totale transparence, et je suis sûr que nous allons créer beaucoup plus de richesses et nous allons créer beaucoup plus de millionnaires dans ce pays. Parce que, in fine, ce sont dans les pays où existe la transparence, l'éthique et la bonne pratique du marché des affaires qu'on a le plus grand nombre de milliardaires, le plus grand nombre de millionnaires et où on a la population avec le plus grand niveau de vie. Là, vous parlez des négociations futures. Ce qui est déjà réalisé doit rester en l'état ou pensez-vous qu'il soit possible de renégocier? Non, mais puisque ce sont toujours des valeurs. Il y a moyen de valoriser les parts du gouvernement congolais au travers des entreprises publiques dans ces JV. Et ces JV, nous sommes dans ces JV avec les entreprises multinationales. Donc, elles peuvent être valorisées et on peut trouver des mécanismes qui peuvent faire en sorte que l'État congolais, au lieu d'avoir ces parts ankylosées dans ces JV au niveau local, on peut trouver des moyens où on rend ces parts, on va dire, liquides ensemble avec les multinationales qui viennent exploiter nos richesses. Est-ce que les richesses de la République démocratique du Congo sont gagées? Vous semblez dire que non. Est-ce que... Non, je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas gagées. J'ai dit qu'elles sont gagées, mais on pouvait les gager ensemble. C'est ça mon propos. On peut gager ces actifs ensemble. Or, malheureusement, avec le montage financier, la structuration financière qui a été acceptée par le régime précédent, ce sont les multinationales qui les gagent seules à notre place et qui nous font subir justement la levée de capitaux qui leur bénéficient avec des taux prohibitifs parce qu'ils tiennent compte justement de ce qu'on appelle le risque pays du Congo et ils ajoutent une marge pour tenir compte de ce risque dans le prêt qu'ils font à la JV locale. Est-ce que ce risque pays, sachant que nous n'avons pas les moyens de développer nous-mêmes, ne sont pas ce qui explique le fait que quand l'investisseur vient, les plus sérieux nous évitant, nous donnons aux plus offrants? Non, justement, ce risque pays-là est en grande partie dû à notre propre faute. Quand on parle de corruption, ce sont les Congolais qui acceptent de se faire corrompre. Et je peux même dire que dans les pratiques de certaines multinationales, puisqu'elles sont cotées en bourse, puisqu'elles sont scrutées, suivies, elles ne peuvent pas s'adonner à ces pratiques. Elles préfèrent justement sous-traiter ce type de négociation avec des pays comme le Congo, il faut le déplorer, à des intermédiaires. Et ce sont ces intermédiaires-là qui n'ont pas de scrupules, qui viennent et qui achètent ces actifs par des moyens totalement obscurs et qui vont justement le revendre proprement à leur juste valeur à ces sociétés multinationales. C'est ces pratiques-là justement qui nous ont handicapés et qui ont fait en sorte que nos actifs ont été bradés, mais ont été bradés pour la population en général, mais que ça a profité à certains individus. Tant qu'il y aura de la corruption du fait des Congolais, ces pratiques continueront. Justement, et c'est pour cela que quand le président
parle de la lutte contre la corruption qui est une véritable gangrène qu'il faut éradiquer, il faut aussi le comprendre dans ce sens-là, puisqu'il est bien conscient de ces sujets avec lesquels j'ai eu la chance de discuter avec lui depuis plus de 10 ans maintenant. Ceux qui ont conclu ces contrats hier, devraient-ils en répondre devant la justice ? Oh, mais s'il y a des faits avérés de dol au détriment de la nation congolaise, certainement. Mais ça, c'est pas mon travail, c'est le travail de la justice. Mais ce que je vous dis là est parfaitement vérifié, qu'il y a eu des actifs qui ont été vendus à quelques millions de dollars et qui ont été revendus 2 jours, 1 semaine ou 1 mois après à des centaines de millions de dollars. Donc, voilà, ça c'est factuel, c'est la vérité. Monsieur André Ouamesso, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du président de la République. Je vous remercie. Merci, monsieur le Sakweno. L'invité.